Salut les amis, bienvenue sous le soleil de Budapest. Il fait un temps presque estival, ce qui est une superbe nouvelle pour qu'aujourd'hui on rentre dans les détails de la première dynastie des Égyptiens. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes dans lesquels je parlais de l'introduction aux pharaons, je vais vous mettre les liens dans la description, comme ça vous ne raterez rien. Et aujourd'hui le programme c'est la première dynastie, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent, la première dynastie des pharaons égyptiens qui allait de 3050 approximativement avant Jésus-Christ jusqu'en moins 2890. Dans cette première dynastie on a eu 7 pharaons. Le premier, Or-Aha, puis 3 pharaons qui avaient un nom à peu près identique, Djer, Djet, puis Den. Ouh, ça souffle. Ensuite, il y a eu un pharaon appelé Anjib, suivi de Semerkhet, et enfin, pour terminer, Ka. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour ce numéro qui va rentrer dans les détails de la première dynastie des pharaons d'Égypte. Le roi Or-Aha est le premier souverain de la première dynastie de l'Égypte ancienne. Or-Aha, successeur de Narmer et de la reine Nitotep, hérite du royaume d'Égypte unifié. Une petite tablette en ivoire brisé, trouvée dans la tombe de Nitotep à Nagada, en fournit une preuve. La scène schématique représente 2 personnages qui célèbrent une cérémonie appelée « Recevoir le Sud et le Nord ». Le nom du roi, qui signifie faucon combattant, encore une allusion à Horus, indique que le souverain et son gouvernement sont originaires de Haute-Égypte. Une tablette en bois, retrouvée dans le temple d'Abydos, rapporte qu'il a mené des campagnes militaires et qu'il a soumis des rebelles en Nubie. Une autre tablette mentionne la fondation par le roi d'un temple dédié à Net, sa mère. L'aspect guerrier de la déesse est représenté par 2 flèches croisées. Son culte s'est perpétué jusqu'à l'époque romaine. La plus grande réalisation d'Or-Aha est la fondation de la capitale Memphis à l'extrémité sud du delta. La cité devait traverser toute l'histoire égyptienne et devenir l'une des villes les plus marquantes de l'Ancien Monde. Le site de Memphis a été choisi pour l'importance géographique et politique qu'il revêtait dans un pays nouvellement unifié. Hérodote rapporte que Ménès, l'autre nom de Or-Aha, a fait ériger un barrage sur le Nil au sud de la future cité. L'historien grec ajoute que les Perses le renforçaient tous les ans car, s'il y avait eu des brèches, Memphis aurait été totalement submergé par les crues du Nil. Il y a même d'ailleurs eu des sondages effectués lors d'une expédition qui s'appelait Egypt Exploration Society, qui a eu lieu donc à Memphis, et qui ont montré que le cours du Nil s'est déplacé progressivement d'ouest en est. Après la fondation de la ville de Memphis, les premiers rois d'Égypte commencent à construire leur tombe sur le site sacré d'Abydos, qui lui est plus au nord de Luxor, en Moyenne-Égypte. Les nobles, quant à eux, érigent leur propre sépulture à la lisière du plateau désertique de Saqqara, au-dessus de Memphis. La question de savoir si les rois ont construit ou non sur les 2 sites a engendré une vive controverse. L'archéologie a beaucoup de mal à identifier les propriétaires des différentes structures étant donné leur très mauvais état de conservation et les pillages dont elles ont été victimes au cours des âges. Les tombes d'Abydos ont été littéralement mises à sac par le français Amélino. Beaucoup de documents ont ainsi été détruits à la fin du XIXe siècle. Par la suite, Flinders Petrie a entrepris de nouvelles fouilles. Il a retrouvé les plans des structures souterraines anciennes et recueilli les maigres mais précieux objets laissés par les voleurs, dont les tablettes en ivoire et en bois déjà mentionnées auparavant. Comme les tombes d'Abydos et de Saqqara ne sont pas décorées, il n'y a que les vestiges abandonnés à l'intérieur qui puissent apporter des renseignements sur les propriétaires des lieux. Ces inscriptions indiquent peut-être le nom du grand dignitaire responsable de l'enterrement et parfois un nom de roi, mais il ne s'agit pas nécessairement de l'occupant de la sépulture.
À la lueur des récentes analyses de sceaux en argile et des nouvelles fouilles de l'Institut archéologique allemand du Caire, Abydos apparaît désormais comme une nécropole royale. Là-bas, à Abydos, il existe également une série de tombes de la fin de la période pré-dynastique qui trouve sa continuation dans les premières tombes royales. On peut suivre l'évolution de ces mouvements sous les règnes des rois successifs. Dans le cimetière de Saqqara, contemporain des premiers rois d'Égypte, on a découvert une vaste tombe rectangulaire, que l'on appelle la tombe numéro 3357, qui était attribuée à Or-Aha. Au niveau du sol, cette sépulture comprenait 27 magasins pour l'équipement funéraire. En octobre 1991, à Abydos, on a mis au jour une flottille de 12 navires, enterrés tous les uns à côté des autres, remontant à 3000 avant Jésus-Christ environ. Ils étaient protégés par des constructions de briques crues qui affleuraient à la surface du désert. Aussi, plusieurs puits de barques, vides maintenant, ont été aménagés plus tard autour de la grande pyramide de Giza. Ces bateaux et leurs puits sont liés au rite funéraire royal, dit-on de manière officielle, mais on ignore leur fonction précise. L'une des tablettes en ivoire d'Abydos porte 4 lignes de caractères, dont 2 bateaux, le signe qui sert à noter la ville et le nom de Djer. Ce texte évoque une visite effectuée à Buto, l'une des premières capitales du pays, et à Saïs. Les deux villes sont situées dans le nord du delta. Le nom du roi Djer figure sur une autre tablette en bois provenant de Saqqara. Ce document fait peut-être allusion à un événement religieux qui aurait comporté un rite de sacrifice humain. Au début de l'histoire égyptienne, il y a eu des enterrements sacrificiels, comme pour les tombes royales d'Our en Mésopotamie, mais ce gaspillage inutile d'êtres humains a rapidement cessé. Autour de la tombe de Djer à Abydos, on a retrouvé 300 sépulcres de serviteurs qui ont été enterrés en même temps que le principal bénéficiaire des funérailles. Ces tombeaux possédaient de simples cercueils de bois et des repères pour les reconnaître les uns entre les autres. On pense généralement que Djet, aussi appelé Wadji, est le successeur de Djer. Mais si l'on considère la taille et l'emplacement de la tombe numéro 3503 à Saqqara et la vaste tombe Y de Flinders Petrie à Abydos, il est possible que, entre les règnes de ces deux souverains, une reine ait gouverné seule ou au moins exercé la régence pendant une courte période. La grande stèle funéraire trouvée dans la tombe d'Abydos porte le nom de Mernet. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un roi, mais on a ensuite réalisé que c'était une reine, l'épouse de Djer. Récemment, on a aussi découvert son nom sur une impression de sceau en argile qui mentionne les noms des premiers rois de Narmer jusqu'à Den. Cette inscription confirme son statut et lui confère le titre de mère du roi. Dans ce cas, le roi, il s'agit de Den. D'ailleurs, elle a peut-être assumé la régence du pays alors que Den était encore mineur. Autour de sa tombe d'Abydos, on a compté 41 tombes subsidiaires de serviteurs. Le contenu des tombes révèle les fonctions que la plupart remplissaient auprès de la reine. À Abydos, Djet possède la tombe Z. La sépulture de Saqqara, numéro 3504, 2 fois plus vaste que le tombeau de Djet à Abydos, a longtemps été considérée comme celle du roi. Désormais, elle est attribuée au noble Seremka, dont les sceaux étaient bien en évidence dans les déblais de la tombe. Dans les environs des deux monuments, on trouve un certain nombre de tombes subsidiaires, 174 pour être plus précis à Abydos et 62 à Saqqara. Cette tombe de Seremka à Saqqara a aussi réservé de belles surprises. Elle est entourée d'un banc de faible hauteur qui supporte 300 têtes de taureaux en argile surmontées de cornes réelles. Le taureau étant le symbole de la puissance du roi, il est curieux de trouver l'image de cet animal dans le décor de la tombe d'un noble. Alors que nous nous rapprochons du règne de Den, le roi suivant, les textes historiques deviennent de plus en plus nombreux. Beaucoup de tablettes et d'inscriptions sur les vases en pierre mentionnent ce roi et les événements de son règne.
Sur la pierre de Palerme, plusieurs faits historiques correspondent à ceux que les tablettes attribuent à Den. Ils se suivent pendant 14 ans et semblent s'être produits dans les dernières années du règne. Il y a donc de fortes chances que la série de la pierre de Palerme se réfère à Den et que la suite de la liste se rapporte à ses successeurs. Ses successeurs sont Handjib, Serekhmet et Ka. C'est dans cet ordre qu'ils sont cités à la suite du nom de Den sur un vase en pierre trouvé dans les couloirs souterrains de la pyramide à degrés de Saqqara. Récemment, l'ordre de succession de ces rois, qui mettent fin à la première dynastie, a été confirmé par un sceau en argile d'Abydos. Sur une tablette en ivoire toujours à Abydos, au nom de Den, le roi, dans l'attitude classique des pharaons, s'apprête à frapper un ennemi de sa massue levée. En 1935, à Saqqara, le professeur Emery a trouvé une tombe. Il l'a alors attribuée au roi Den. Bien que très détérioré, le matériel retrouvé dans la sépulture est d'une très grande qualité. Il constitue la plus importante collection d'objets des débuts de la période dynastique mis au jour au cours de fouilles. La tombe de Den à Abydos, beaucoup plus petite que la tombe à Saqqara, est entourée par 174 tombes subsidiaires. En se fondant sur des similitudes architecturales, le même Emery a suggéré qu'une tombe très endommagée de Gizeh était peut-être celle de l'épouse de Den. Mais on ignore le nom de cette reine. Si le souverain suivant correspond à celui que Manéthon appelle le roi Miébis, il a alors régné 26 ans. Cette époque est témoin de luttes dynastiques qui opposent le nord et le sud. Handjib est sans doute originaire de Tis, près d'Abydos. La tombe du noble Nebitka, attribuée auparavant à Handjib, offre des caractères architecturaux intéressants, déjà observés dans la tombe plus ancienne de la reine Mernet à Saqqara. La façade rectangulaire habituelle du mastaba, décorée du motif du palais, dissimule la base d'une structure à degrés. C'est un curieux mélange de formes. Il est probable qu'ici, comme dans la tombe de Mernet, commence à s'opérer la fusion des styles du nord et du sud du pays, qui aboutiront à la pyramide à degrés. Après Handjib, Semerkhet a régné 9 ans, selon la pierre de Palerme, et 18 d'après Manéthon. Ce dernier rapporte que de nombreux désastres ont marqué le règne de Semerkhet. Peut-être sont-ils liés à la façon dont il a accédé au trône. Certains considèrent que Semerkhet est un usurpateur car il a effacé les noms de son prédécesseur sur les vases en pierre et son nom n'est pas cité sur la table royale de Saqqara. Si Ka, le dernier roi de la première dynastie, est bien le roi que Manéthon appelle Oubientis, il a peut-être régné 26 ans, mais il est difficile de faire concorder les deux noms. La tombe numéro 3505, découverte en 1954 par Emery à Saqqara, qui a d'abord été attribuée à Ka, est en fait celle d'un prêtre de haut rang qui s'appelait Merka. La grande stèle, qui donne son nom et ses titres, comporte l'un des plus longs textes de l'époque. En 1993, l'Institut archéologique allemand du Caire a entrepris de nouvelles fouilles dans la vaste tombe de Ka à Abydos. Celles-ci ont montré que c'était à l'origine une simple chambre funéraire revêtue de briques qui avait subi de nombreux agrandissements. Petite par rapport aux tombes de Saqqara, elle ne possède que 26 tombes subsidiaires. Flinders Petrie a établi que Ka était le propriétaire de la tombe d'Abydos, en se fondant sur les bouchons de jarre et sur 2 stèles fragmentaires mises au jour du côté est de la tombe. En 1967, le Louvre a acquis une superbe stèle en calcaire qui montre le roi coiffé de la couronne blanche de Haute-Égypte, étreint par le dieu Horus à tête de faucon. Un changement de dynastie indique normalement une rupture dans la lignée de famille régnante. Cependant,
Manéthon affirme que les rois de la seconde dynastie sont originaires de Tis, près d'Abydos, tout comme les derniers rois de la première dynastie. Rois de la première et rois de la deuxième dynastie, ils sont tous des souverains tinites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur le passé des pharaons. Moi, comme d'habitude, je vous encourage à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous encourage à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pour ceux qui sont des grands fidèles de la chaîne, une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce que ça vous a inspiré cette vidéo en bas dans les commentaires, comme ça vous pourrez aussi partager avec vous, parce que la communauté YouTube c'est aussi ça, sa force, c'est l'échange de nos avis personnels afin de confronter un petit peu tout ça, cette grande et superbe plateforme de communication collective. Et moi de mon côté, j'espère de tout cœur que ce temps magnifique, parce qu'il doit faire là en plein soleil, il doit faire plus de 20 degrés, j'espère que ce temps magnifique ici à Budapest va continuer encore un petit peu avant que le vrai automne n'arrive. Mais d'ici là, soyez sûrs que je vous réserve plein de révélations et plein d'aventures, et moi je vais me remettre là-bas au boulot pour vous faire de superbes vidéos pour la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.